Dans cet exercice, un Minpong PC de 2017, on s'intéresse à une fonction f qui est continue sur R plus étoile à valeur dans R, qui vérifie 4 conditions. Donc la première, f est dérivable en 1 et f' de 1 est non nul. La deuxième, f de 1 égale 0. La troisième, la fonction qui a x associe x moins 1 f de x est strictement positive sur R plus étoile privée de 1. Et enfin, dernière condition, la limite en 0 plus de racine de x sur f de x égale 0. Donc vous voyez, c'est une fonction qu'on ne connaît pas explicitement, mais on connaît un certain nombre de propriétés qu'elle vérifie. Et il va falloir, dans la suite de l'exercice, servir ces propriétés, bien sûr, au bon endroit, pour avancer. Et avec cette fonction f, on définit une nouvelle fonction grand G, qui a x associé l'intégrale de x à x carré de dt sur f de t. Donc on nous demande de démontrer que G est bien défini sur R plus étoile privée de 1. Donc là, une des manières de faire, c'est de démontrer que pour tout x appartenant à R plus étoile privée de 1, la fonction qui a t associe 1 sur f de t est continue sur le segment x carré, ce qui nous assurera l'existence de cette intégrale-là et donc de g de x. Donc pour ça, on commence par s'intéresser à la fonction 1 sur f de t. Est-ce qu'elle est continue? C'est l'inverse d'une fonction continue. Donc pour qu'elle soit continue, il faut en fait que f ne s'annule pas. Et là, on va se servir de la troisième condition. Cette fonction-là qui a x aussi x moins 1 f de x est strictement positive sur R plus étoile privée de 1. Donc en particulier, f de x ne s'annule pas. Si f de x s'annulait, alors cette fonction globalement s'annulerait et donc elle ne serait pas strictement positive. Donc f ne s'annule pas sur R plus étoile privée de 1. Et donc la fonction que j'appelle, c'est toujours important de donner un nom quand on a une fonction définie par une intégrale comme ça, donner un nom à la fonction qui est intérieure, donc que j'appelle h, elle va être continue sur R plus étoile privée de 1, comme inverse d'une fonction continue qui ne s'annule pas. Maintenant, je vais pouvoir démontrer que h est continu sur x carré. Donc, si je prends x dans 0,1, l'intervalle ici, j'aurais dû le fermer, x carré est inclus dans 0,1. Donc, g de x existe, car h est continu sur le segment x carré. Et pareil, pour le deuxième morceau, si x est plus grand que 1, cet intervalle-là, x carré, est inclus dans 1 plus infini. Donc, la fonction h est continue sur le segment x carré, et donc l'intégrale de x et x carré de h de t dt existe. Donc on voit comme ça que G est bien défini sur R plus étoile privée de 1. Voilà pour ça. Alors je vous rappelle quand même que en première année, on aurait pu dire dès le départ que G de x existe si et seulement si la fonction qui a t aussi 1 sur f de t est continue sur le segment x carré. Et comme h est continu sur R plus étoile privée de 1, on aurait pu dire donc si et seulement si x carré est inclus dans 0,1 où x carré est inclus dans 1 plus infini. Parce que comme on veut que le segment x carré soit inclus dans l'ensemble de définitions de l'ensemble sur lequel h est continu, donc il faut que x carré soit inclus dans un des intervalles de l'ensemble de définitions de h, donc soit 0,1, soit 1 plus infini. À présent, maintenant, en deuxième année, on a découvert les intégrales impropres. Donc on sait que la continuité sur le segment, ou la continuité par morceau d'ailleurs, n'est pas la seule condition qui permette de justifier l'existence d'une intégrale. Donc on aura uniquement en deuxième année, si la fonction qui a t associée à 1 sur f de t est continue sur le segment x carré, alors g de x est défini, et il faudra étudier les autres points en vérifiant est-ce que l'intégrale impropre qui apparaît ne serait pas par hasard convergente pour les rajouter ces valeurs-là dans l'ensemble de définitions éventuellement. Bon, en tout cas, donc là on a démontré que g de x était bien défini. Maintenant on va chercher son signe. Donc si on se place avec un x appartenant à 0,1, du coup x carré va être plus petit que x. Et pour tout t appartenant à x carré, on va pouvoir dire que h de t est négatif. Alors pourquoi est-ce que h de t est négatif? Si x est dans 0,1, l'intervalle x carré est inclus dans 0,1. Je sais que cette fonction-là est strictement positive. Donc si je prends x dans 0,1, cette quantité étant négative, j'obtiens que f de x va être négatif. Donc j'obtiens grâce à la condition 3 que f est négative sur 0,1, et donc h, qui est 1 sur f, va aussi être négative. Et du coup, maintenant, je peux appliquer ma positivité de l'intégrale, parce que j'ai majoré ma fonction h sur l'intervalle d'intégration, donc sur x carré. Attention ici, les bornes ne sont pas dans le bon sens, parce que x carré est plus petit que x. Et donc, quand on va passer à la positivité, passer à l'intégrale, on va changer le sens de l'inégalité, donc là, on obtient supérieur ou égal.
Maintenant, si x est plus grand que 1, même chose, x carré, cette fois-ci, va être plus grand que x. h de t va être positif, toujours d'après l'hypothèse 3, sauf que cette fois-ci, le x moins 1 va être positif. Et j'applique encore une fois la positivité de l'intégrale. Les bornes, cette fois-ci, sont dans le bon sens. Donc on garde le sens de l'inégalité et on obtient le supérieur ou égal. Alors vous remarquerez qu'ici, j'ai mis des supérieurs ou égal, mais on peut très facilement obtenir la stricte positivité, parce que chaque fois, la fonction h n'est pas nulle sur le segment xx carré. Les bornes xx carré sont différentes. La fonction h est continue. Et on a toutes les hypothèses du coup qui nous permettent d'affirmer que l'intégrale est non nulle. Et donc, comme elle est positive, elle va être strictement positive. Donc, en tout cas, ma fonction g est positive sur R plus étoile privée de 1. C'est bien ce qu'on voulait. Et on a dit qu'on est même strictement positive. Ensuite, on vous demande de montrer que g est prolongeable par continuité en 1 et que g de 1 est égal à cette quantité-là. Donc, pour démontrer ça, il y a le sur f' de 1 ici qui doit nous taper dans l'œil et se dire, tiens, ce f' de 1, comment est-ce que je pourrais le faire apparaître? Et donc, on regarde un petit peu dans les hypothèses ici, on voit qu'on a f de 1 égale 0. Tiens, mais donc au dénominateur, on pourrait le voir sous la forme f de t moins f de 1. Et ce f de t moins f de 1, ça me fait penser un petit peu à un taux d'accroissement. Donc je me dis, tiens, si j'avais un t moins 1 en haut, eh ben, je pourrais dire que cette quantité-là, t moins 1 sur f de t moins f de 1, tend vers 1 sur f' de 1, parce que aussi notre hypothèse f' de 1 est différente de 0. Et je me dis, tiens, c'est peut-être une manière intéressante de le faire apparaître, ce f' de 1, et c'est effectivement ce qui va guider notre raisonnement derrière. Donc pour tout x appartenant à R plus étoile privée de 1, mon g de x, c'est cette quantité-là. Et je vais le réécrire sous la forme f de t moins f de 1, au dénominateur, parce que f de 1 est nul, je vous rappelle. Au numérateur, je fais apparaître un t moins 1, et je compense en divisant par t moins 1 à côté. Donc j'ai le droit de le faire parce que comme je suis sur x carré, avec x différent de 1, mon t qui appartient à x carré va être différent de 1, donc t moins 1 va être différent de 0. Et j'obtiens cette quantité-là. Et ce truc-là, on a dit que ça tendait vers f' de 1. Donc ce que je vais faire apparaître le 1 sur f' de 1. Alors plutôt on va le voir ici. Je le fais apparaître ici, je l'enlève, 1 sur f' de 1. Et du coup, je compense en ajoutant f' de 1 fois 1 sur t moins 1. Et par linéarité de l'intégrale, je le sors et j'obtiens ça. Alors ici, j'ai aucun problème pour couper mon intégrale en deux, ni pour la linéarité, parce qu'on parle ici d'intégrale classique. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Cette première intégrale qui est là, on voit que on sait primitiver facilement la fonction qui est à l'intérieur, passer du 1 sur t-1, qui se primitive en ln de t-1. Alors attention au signe ici, mais j'aurais dû mettre une valeur absolue de t-1 ici, ça aurait été aussi bien. Du coup, quand on remplace en x carré et en x, on obtient cette quantité-là. Alors là, on n'a plus besoin de valeur absolue, parce que cette fois-ci, les deux sont le même signe, donc soit positif, soit négatif. Je simplifie. Et j'obtiens finalement ln de x plus 1. Donc x moins 1, x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1, sur f' de 1. Et je vérifie bien que ça tend, quand x tend vers 1, vers ln 2 sur f' de 1, c'est-à-dire la quantité que je voulais obtenir. Donc ce bloc-là tend vers ce que je veux. Donc il ne me reste plus qu'à démontrer que ce bloc-là tend vers 0. Et pour démontrer qu'il tend vers 0, je vais utiliser le fait que cette quantité-là va tendre vers 0, donc va être plus petite que epsilon, et je vais pouvoir intégrer par positivité et montrer que cette intégrale-là, finalement, va elle aussi tendre vers 0. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on sait que la limite de t-1 sur f de t moins f de 1 est égale à 1 sur f' de 1 parce que f' de 1 est non nul. Donc ça veut dire que pour tout epsilon, il existe un état tel que si t appartient à 1 moins état, 1 plus état, la différence en valeur absolue est plus petite que epsilon. Ensuite, je me rends compte que la limite de x et la limite de x carré, quand x tend vers 1, c'est égal à 1. Donc il existe un état 2, tel que pour tout x appartenant à 1 moins état 2, 1 plus état 2, le segment xx carré sera inclus dans 1 moins état, 1 plus état. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? Pour tout epsilon strictement positif, il existe état 2 appartenant à 0,1, tel que pour tout x appartenant à 1 moins état 2, 1 plus état 2, pour tout t appartenant à xx carré, qui est donc inclus dans cet intervalle-là, quand je regarde la valeur absolue du terme qui est dans mon intégrale, ici, ça va être plus petit que epsilon sur t-1 si x est plus grand que 1, et que epsilon sur 1 moins t si x est plus petit que 1. Alors j'aurais très bien pu laisser epsilon sur valeur absolue de t-1 dans tous les cas. Bon, alors, je peux maintenant utiliser la positivité de l'intégrale. Alors attention, je ne parle pas des bornes ici, parce que je regarde la valeur absolue de l'intégrale, et je laisse ma valeur absolue ici.
pour être bien sûr que j'ai pas de souci avec les bornes qui seraient éventuellement dans le mauvais sens. Je vous ferai remarquer que si les bornes ne sont pas dans le bon sens, ça va faire apparaître un moins globalement parce qu'on va les remettre dans le bon sens. Donc il n'y a aucun souci vu qu'on a mis une valeur absolue à la fin. Donc tous les moins vont disparaître, enfin tous les moins facteurs vont disparaître. Et à l'intérieur de l'intégrale, du coup, je majore par la valeur absolue de cette quantité. Et j'ai choisi epsilon sur t-1. Alors normalement, encore une fois, j'aurais dû mettre une valeur absolue. Mais finalement, c'est plus ou moins ça. Mais avec la valeur absolue que j'ai mis à l'extérieur, ce plus ou moins va disparaître. Et je calcule mon intégrale. Et ça fait donc epsilon fois ln de x plus 1. Et comme mon état 2, j'ai choisi dans 0, 1. Comme mon x appartient à 1 moins état 2, 1 plus état 2, cette quantité est plus petite que 1 plus 1 plus état 2, donc c'est plus petit que 3 globalement, et donc c'est plus petit que epsilon ln de 3. Donc, pour tout epsilon, il existe état 2, tel que pour tout x appartenant à ça, mon intégrale est plus petite que epsilon fois ln de 3. C'est la définition d'une limite. J'ai donc la limite quand x tend vers 1 de cette intégrale-là, qui est égale à 0. Et finalement, ma note g de x qui s'écrit sous la forme de ça, cette intégrale plus celle-ci. La première tend vers ln de 2 sur f' de 1, la deuxième tend vers 0. Donc mon g de x tend vers ln de 2 sur f' de 1. Et j'obtiens bien une limite finie en 1, ce qui me permet de prolonger g par continuité en 1 en posant g de 1 égale cette limite. Alors ensuite, on vous demande de faire pareil en 0, donc montrer que g est prolongeable par continuité en 0. Donc pour gérer ce prolongement par continuité, on va faire tendre le x vers 0, donc on reprend l'expression de notre intégrale. Et nous, ce qu'on sait, c'est que racine de t sur f de t tend vers 0 quand t tend vers 0. C'est la seule hypothèse qu'on peut vraiment utiliser ici en 0. Donc on va essayer de faire apparaître le racine de t sur f de t. Et on sait, comme il tend vers 0, que pour tout epsilon strictement positif, il existe un état, tel que pour tout x appartenant à 0 état, pour tout t appartenant à x carré, cette quantité-là va être plus petite que epsilon. J'aurais dû le mettre en valeur absolue ici. Bon, alors on est presque bon ici. Alors bien sûr ici j'ai pas tout détaillé, mais c'est la même chose que ce qu'on a fait au-dessus. Il y a d'abord un état, puis après on va prendre un état 2, etc. Mais ça va donner le même raisonnement. Et mon intégrale par positivité, la valeur absolue de l'intégrale, sera plus petite que la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue. Donc j'obtiens ça. Et cette intégrale-là, je sais la calculer, donc 2 epsilon racine de t, ce qui fait 2 epsilon fois racine de x carré moins racine de x, mais il y a la valeur absolue, et racine de x étant plus grand que racine de x carré, on obtient ça, parce que je vous rappelle qu'ici on se place sur 0,1. Donc c'est finalement plus petit que 2 epsilon. Bon, on a fini ici, parce qu'on a obtenu pour tout epsilon, il existe un état tel que pour tout x appartenant à 0 état, mon intégrale est plus petite que 2 epsilon. Donc j'ai bien la définition de la limite. La limite de la valeur absolue de g de x est égale à 0. Donc la limite de g de x égale à 0. Donc g est prolongeable par continuité en 0 en posant g de 0 égale 0. Alors si on veut éviter de trop jouer avec les epsilon, ce qu'on a fait ici, on peut faire ça autrement. L'idée c'est alors de démontrer que l'intégrale de 0,1 de dt sur f de t converge. Alors pour démontrer cette convergence, on peut écrire 1 sur f de t sous la forme racine de t sur f de t, donc qui tend vers 0 par hypothèse, fois 1 sur racine de t. Et donc c'est un petit taux de 1 sur racine de t. Or, l'intégrale de 0,1 de 1 sur racine de t, enfin 1 sur racine de t est intégrale entre 0 et 1,5 parce que c'est du Riemann, et la puissance ici il faut 1,5 qui est strictement plus petite que 1. Donc par comparaison, cette fonction 1 sur f de t sera intégrable entre 0 et 1,5. Donc en particulier, cette intégrale-là va converger. Bon, une fois qu'on a démontré ça, par définition d'une intégrale convergente, on sait que la limite quand tu tends vers 0 de cette intégrale-là, c'est égal à mon intégrale de 0 à 1,5. Et mon g de x, j'ai plus qu'à l'écrire, faire apparaître ces intégrales de u à 1,5. Donc je l'écris de x à 1,5 plus 1,5 x carré, donc plus 1,5 x carré, j'écris moins intégrale de x carré à 1,5. Donc ça c'est la relation de Schall. Et ça tend quand x tend vers 0 plus, x tend vers 0, donc ça tend vers cette intégrale-là. X carré tend vers 0, donc ça tend vers cette intégrale-là. Et donc on a 0, globalement. Bon, dernière question qui n'est pas la plus dure. On vous demande de montrer que g est dérivable sur r plus étoile privée de 1. Donc quand on regarde la fonction g qui est là, on va se servir de la primitive de la fonction h qui est à l'intérieur pour écrire notre fonction g. Donc on sait que h à l'intérieur de la fonction est continu sur 0,1, donc elle met une primitive grand H sur 0,1. Pour tout x appartenant à 0,1, on a x carré qui est aussi dans 0,1.
et g de x c'est cette intégrale-là. Donc on peut la calculer maintenant qu'on a donné une primitive de notre fonction petit h. Donc on aura grand h de x carré moins grand h de x. Et donc, là c'est un c, g va être dérivable sur 0,1. Comment? Par opération sur fonction dérivable. Donc x carré est dérivable, x est dérivable, h est dérivable. X carré, quand x appartient à 0,1, appartient à 0,1, donc tout va bien. On a le droit d'écrire ce truc-là. Sur 1 plus infini, même chose. On va prendre une primitive grand H de petit h, et on va pouvoir écrire exactement la même chose. Donc on obtient comme ça la dérivabilité sur les deux ensembles. On obtient bien plus, parce que comme petit h est continu sur 0,1, on a grand H qui est de classe C1, et donc la fonction grand G va être de classe C1 par opération sur les fonctions de classe C1.